Bonjour à tous. Aujourd'hui, à Pierre-de-Sorel, en santé pour ses usagers, nous sommes au centre d'hébergement Élisabeth Lafrance. Nous parlons nutrition en santé publique avec Mme Marie Ouellette. Elle est nutritionniste. Mais d'entrée de jeu, nous parlons de loisirs ici au centre Élisabeth Lafrance avec Mme Julie Desrosiers. Elle est technicienne en loisirs. Julie Desrosiers, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicienne en loisirs ici au centre d'hébergement Élisabeth Lafrance. Oui. Au-delà de ma surprise de voir qu'il y a des techniciens en loisirs dans les centres d'hébergement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre tâche? Un technicien en loisirs va planifier, élaborer et organiser, mais aussi animer des activités pour mettre de la vie puis de l'ambiance dans le centre. Les gens ici demeurent en communauté. Certains sont isolés, donc il faut briser l'isolement, d'où le fait que nous, on est là. Okay. On utilise différents types de catégories d'activités. Okay. Quand vous dites différents types d'activités? Bien, on a les activités de loisirs physiques. Donc, physique, c'est, mettons, on peut faire une classe d'exercice. Comme demain, je vais sortir la lait de quilles, on va jouer au quilles. OK, vous jouez au quilles? On joue au quilles ici. OK. Ensuite, on a des activités de dit divertissement, comme le bingo, c'est notre incontournable ici. Okay. Il y a du hockey-o, on fait des films, on fait des sorties. Okay. On a des activités créatives, comme des ateliers de bricolage, de peinture. Okay. On a intellectuel, où on pose des questions, des quiz. Okay. Puis on a social, où on rencontre les gens, on discute, mais aussi des activités individuelles. OK. Mais pour les activités collectives, est-ce que c'est des activités qui sont obligatoires pour les gens? Non, nous, on essaie d'amener le plus de résidents possible à nos activités selon leurs intérêts, selon leurs compétences, comment je peux dire ça? Leur intérêt, leur compétences qui tentent, etc. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui va jouer au quilles. Non, c'est pas tout le monde qui veut jouer au quilles, mais on est adapté pour tous les types de clientèle. On a une rampe qu'on met devant eux, puis ils peuvent pousser la balle la boule pour faire tomber les quilles. Tu as un championnat? Non, on ne fait pas nécessairement un championnat, mais on fait un championnat de poche. À tous les 2-3 mois, on se promène avec un jeu de poche, on va dans les chambres, on leur fait jouer, ils gagnent un petit trophée. OK. Donc, il y a un champion de poche? Oui. Dans l'édifice? Dans l'édifice, tous les 2 mois. Est-ce que c'est un titre qui est convoité? Bien, ils aiment ça, oui. Il y a un peu de compétition entre les résidents, oui, effectivement. OK. Oui. Donc, on a un champion de poche à Élisabeth. Ah, bien, c'est bon. C'est quoi les principales qualités? On va parler de vous. C'est quoi les principales qualités dans votre tâche? Hein? Parce que faut vous aimer les gens, nécessairement. Oui. Il faut être à l'aise avec le public. Il faut avoir un bon esprit d'écoute aussi, un esprit d'analyse, parce qu'il faut essayer d'aller chercher les résidents, de cerner qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, d'essayer d'être plus à leur niveau pour pouvoir faire. Puis ça demande aussi, d'une part, ça demande beaucoup d'empathie. Oui. Puis d'autre part, ça demande une adaptabilité assez... Oui. Puis beaucoup d'écoute aussi, parce que des fois, il y a des résidents, comme tout le monde, on ne file pas, ils ont besoin juste d'une oreille pour pouvoir jaser, pour être écoutés. OK, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi la qualité la plus importante là, dans votre tâche? L'écoute ou l'empathie ou... Mais je dirais que c'est pas mal tout. OK. C'est pas mal tout. C'est un équilibre? Oui, c'est un équilibre. OK. Parce qu'il faut aimer premièrement ce qu'on aime. Il faut aimer être avec les gens. Il faut aimer être en social. OK, donc vous vous adaptez, disons, à la nature de votre clientèle. Oui, c'est ça. C'est quoi la clientèle? On sait tous que... on sait tous. C'est quoi la nature de la clientèle que vous avez, qui est ici, par exemple? Dans les résidents qu'on a ici, souvent, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, ils ne peuvent plus être à la maison, donc ils sont en hébergement. Il y a différentes catégories de... Il peut y avoir une perte d'autonomie physique, comme quelqu'un qui fait de la sclérose en plaques, par contre, qui doit se déplacer en fauteuil roulant. Mais on a aussi différents déficits cognitifs, comme l'Alzheimer ou des maladies plus dégénératives. Donc, vous avez des activités de loisirs pour l'ensemble de cette... comment vous faites pour susciter la participation? Bien, c'est beaucoup de bouche à oreille. Souvent, on va aller voir le personnel pour leur dire, bien, cet après-midi, on a un exemple, la Maison de la musique va venir faire un spectacle ici.
OK. Donc, on avise le personnel, on fait le tour des résidents, on leur dit, bien, cet après-midi, on a une belle activité, on va venir vous chercher à votre chambre. On fait de l'affichage aussi, puis on a aussi un calendrier qu'on distribue aux résidents, mais aussi aux membres de famille, parce que les familles sont toujours les bienvenues. Les familles sont toujours les bienvenues. Oui. Oui. OK, donc vous suscitez la participation de cette nature-là. Oui. Une journée type dans votre vie, dans votre vie, c'est quoi? Une journée type au travail pour vous? Bien, j'arrive le matin, c'est un bonjour à la réceptionniste, c'est de prendre les messages, je les appelle. Après ça, bien, là, on vérifie nos courriels. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'on a comme au programme, quel genre d'activité. On va aller préparer notre matériel pour notre activité. On va aller monter après à l'étage pour aller voir nos résidents, pour leur dire, bien, cet après-midi ou ce matin, il y a telle activité. Okay. Est-ce que le programme, c'est vous qui le prévoyez ou, par exemple, ça vient de consignes du ministère? Bien, je veux dire, on a des normes du ministère à respecter pour les loisirs. Bien, moi puis ma collègue, on est deux ici. On élabore une programmation pour le mois, puis qu'on distribue, comme je vous ai dit, là, pour les familles. OK. Bien, la programmation, est-ce quelqu'un qui vous vérifie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient voir? Bien, nous, on l'envoie à notre gestionnaire, mais je veux dire, on est pas mal libre de choisir, en autant que tous nos plages horaires, toutes nos catégories de loisirs sont couvertes. Puis qu'on a des contractuels aussi qui viennent faire de la musico, de la zoothérapie, de la massothérapie. OK, de la zoothérapie, est-ce qu'il y a des animaux qui vont venir ici? Oui, on a des animaux. On a 2 zoothérapeutes qui viennent ici à l'occasion. On en a un qui vient avec seulement des chiens. Il vient avec une meute de chiens. Puis avec une meute de chiens? Oui, à peu près 6-7 chiens, des petits au plus gros. OK, puis s'il se promène? Et il va faire, mettons, un certain temps, mettons, à un étage. Après ça, il va voir d'autres résidents sur un autre étage. Il se promène comme ça. OK. Sinon, on a une autre zoothérapeute qui vient, elle, plus avec elle a une poussette, elle met ses chats dedans. OK. Puis elle a son petit chien, puis elle se promène, elle fait ses étages partout. Est-ce que ça fonctionne? Oui, les résidents ont une très belle réaction là, avec les animaux. Oui. Est-ce que les gens ont la permission d'avoir des animaux ici, par exemple? Personnel, j'entends? Pas pour rester à long terme en hébergement, mais si la famille vient, peut amener l'animal de compagnie, rendre visite à son maître. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait un chat hors caméra qui était en résidence ici? Oui, on a un chat qui demeure à l'unité prothétique au 3e étage, le phare. OK. Unité prothétique, vous voulez... C'est une unité fermée. Il y a simplement 7 résidents à l'intérieur de cette unité. C'est des gens qui sont souvent... qui font de l'errance beaucoup. OK. Fait que c'est comme pour éviter des pas trop longtemps, parce que des fois, il y en a qui marchent très longtemps, puis ça se fatigue, ils s'épuisent. Fait en ayant une unité plus restreinte, plus sécuritaire aussi pour eux. Donc, il y a un chat. Il y a un petit chat qui se promène là, sur l'étage. Puis les gens le nourrissent ou... Oui. Il se fait flatter, mais souvent aussi, il a adopté une chambre, puis il est souvent toujours avec un résident en particulier. OK, donc, il a trouvé son coin. Oui, il a trouvé son spot, là, oui. OK. Oui. Julie Desrosiers, technicienne en loisirs. Oui. Pourquoi? Au départ, je m'enlignais pour m'en aller dans le domaine des assurances. OK. Mais quand j'ai été m'assurer pour une voiture, puis que j'ai vu un petit bureau tout petit, une plante en plastique, une petite fenêtre, je me suis dit que c'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai décidé de me réorienter puis de m'en aller là, en technique de loisirs. J'aime beaucoup être avec les gens, j'aime quand ça bouge. Je veux pas être enfermée, je veux pouvoir être capable de bouger, de me promener, de voir des gens surtout. Donc ça, c'est un deck? Oui, c'est un deck. Vous avez fait, c'est où un deck? Ça se donne où? Moi, j'ai fait mon cours au Cégep du Vieux-Montréal à Montréal. OK, donc Cégep du Vieux-Montréal, ça vous a donné un deck. Est-ce que c'était votre premier emploi ici, à Sorel-Tracy? Non, avant de m'en venir ici, je travaillais dans une maison des jeunes. OK. J'ai fait le grand saut. Les hasards de la vie ont fait que je me suis envenue ici, puis ça fait maintenant 15 ans que je suis ici. OK, donc ça fait 15 ans que vous êtes ici à Élisabeth-la-France. Oui, dans le réseau. Dans le réseau de la santé. C'est quoi les principaux défis dans un métier comme le vôtre? Par exemple, à tous les jours et à plus long terme? D'être capable de s'adapter, d'être capable d'innover pour essayer puis de se réorienter, d'être capable aussi de s'adapter à différentes clientèles, différents milieux aussi. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que les résidents ici demeurent en communauté, fait que chacun a sa personnalité. Fait que c'est d'être capable. Chacun, ça peut. Puis, naturellement, c'est un peu comme une grande famille. Oui. Il y a ses réseaux, ses circuits, ses conflits. Des petites chicanes à l'occasion, oui. OK, non, quand même pas des humains. Rien de dramatique. Mais à long terme, les défis que vous avez dans votre tâche, dans le sens où, bon, on est toujours sous contrainte budgétaire, comment vous gérez tout ça?
Bien, c'est d'être capable d'innover, de toujours se réinventer, d'être créatif, puis d'être capable de se revirer sur un dissous aussi. Parce qu'on peut faire une activité, puis une fois, ça fonctionne très bien. Fait qu'on se dit, on va la renouveler, on va la refaire. Et la fois d'après, ben oups, ça a moins bien été. Fait que là, il faut essayer de trouver le pourquoi. Puis, vous êtes combien dans votre département? J'ai vu, vous êtes dans le bureau tantôt. Ici, on est deux. Ici, on est deux. Sinon, j'ai une collègue qui travaille au JRCN Parentaux à côté, puis j'en ai une aussi, une collègue au centre d'hébergement Tracy. Est-ce qu'il y a des bénévoles? Oui, on a un réseau de bénévoles un peu partout. Est-ce que c'est un problème actuellement, les bénévoles? Parce qu'on sait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, donc on pourra penser qu'il y a nécessairement ça. Oui, il faut toujours. On est en recrutement. Les communications ici font de la publicité 2 fois par année pour essayer de recruter des gens. Souvent, c'est du bouche à oreille. Souvent, c'est des membres de famille aussi qui décident de s'impliquer. Quand leurs parents décèdent, bien, ils viennent encore parce qu'ils ont un certain sentiment d'attachement. OK, donc, c'est pratiquement un appel à tous, les gens qui... Oui, la porte est grande ouverte pour différentes choses. Juste venir jaser avec des résidents, jouer aux cartes, donner un coup de main pour les loisirs aussi. Pas besoin d'avoir une formation particulière? Non, nous, on en donne une s'il y a quoi. Surtout pour la manipulation des fauteuils roulants. OK, donc quelqu'un qui est intéressé, il peut venir vous donner un coup de main, il vous appelle, il se présente, et puis... On prend rendez-vous avec lui, on a un petit questionnaire à remplir, puis on fait la visite des lieux. Faites la visite. Une journée réussie dans la vie de Julie Desrosiers, c'est quoi? Une journée réussie, une journée dans laquelle vous dites « Ah, ça a bien fonctionné aujourd'hui ». Bien, c'est quand on voit les résidents qui retournent avec le sourire. On sait que là, on a fait la différence dans la vie de certains résidents. Fait pour ça, puis aussi, ils nous le disent aussi. « Ah, merci, j'ai aimé ça. Merci de ta visite. » Les familles aussi, ils nous encouragent beaucoup à faire ce qu'on fait. C'est ça qui est... Donc, la part des familles, fondamentale. Oui, la part des familles, mais aussi les résidents. De savoir que le résident a apprécié son après-midi, qu'on a réussi à lui changer les idées. OK. Dites-moi donc, parce que une journée réussie, mais une journée dans laquelle ça a moins bien été pour vous, c'est quoi? C'est déjà arrivé une fois qu'il y a un musicien qui ne s'est pas présenté, puis que tout le monde était pris. Fait que là, ça, c'est moins bien réussi. Fait que c'est ça, il faut se revirer de bord. Mais sinon, des fois, la température aussi, ça joue sur les mœurs de tout le monde. Hein? Fait qu'il y a des fois des gens qui sont plus... Les hivers qui finissent pas? Les hivers qui finissent pas, il fait noir de bonne heure. Fait que ça joue sur le moral de tout le monde. La chaleur, oui, aussi. Cet été, on a eu des choses. On a eu des bonnes... Cet été, oui, l'été 2019 a été... 2018. 2018. Excusez. À terme, vous là, ça fait déjà 15 ans, vous nous avez dit, vous êtes encore relativement très jeune. À terme, vous voudriez avoir accompli quoi? D'avoir fait une différence dans la vie des résidents, de voir que malgré, parce que c'est pas tout le monde, il y en a des fois qui sont pas contents d'être ici. Ouais. Puis c'est d'être capable de leur montrer que c'est pas si pire que ça ici, puis qu'on peut s'adapter, puis... je comprends, mais comment vous faites? Parce que c'est le malheur souvent qui va frapper les gens quand ils viennent ici. C'est d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'écoute. Notre porte à notre bureau est toujours ouverte. Fait que les résidents peuvent venir nous voir le matin pour jaser. Donc, il y a une présence et puis une oreille attentive. Oui, beaucoup, oui. Le mot de la fin, Julie Desrosiers, on arrive au terme de cette entrevue, le mot de la fin. Si vous aviez un message à livrer, quelque chose à dire aux gens ou relativement à votre tâche? Bien, que c'est pas si pire que ça, les centres d'hébergement, que les gens ici sont bien, puis que le personnel est courtois, puis est à l'écoute de leurs besoins, puis de leur... Parce que vous avez de l'air heureuse, vous avez de l'air... Oui, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime mon métier. Vous avez de l'air heureuse, vous avez de l'air engagée. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, j'aime ce que je fais. Oui. C'est comme une vocation, dans le fond. Oui, effectivement, il y a un côté vocation. Écoutez, Julie Desrosiers, on vous remercie infiniment de votre passage à Pierre de Sorel en santé pour ses usagers. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Puis on a beaucoup appris personnellement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Marie-Ouellette. Bonjour. Bonjour, nutritionniste. Oui. Première question, est-ce que vous mangez des chips? Oui, je mange des chips. Tous mes amis, toute ma famille le savent. Et une bonne nutritionniste mange de tout. OK, vous mangez. Donc, je suis
cautionner pour manger des chips. Oui! Nutritionniste, diététiste, quelle est la différence? Au Québec, les deux titres sont protégés par un ordre professionnel. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que pour être une nutritionniste ou une diététiste, il faut que j'aille compléter une scolarité déterminée. Ici, on parle d'un baccalauréat. Puis, il faut avoir fait des stages en différents contextes. Puis, après, il faut faire partie de l'ordre des diététistes du Québec. L'ordre me confère un permis de pratique. Je ne pourrais pas travailler dans le réseau de santé sans ce permis de pratique-là, à renouveler annuellement. Donc, je paye une cotisation. Et puis, un ordre professionnel protège le public. Il ne me protège pas. Donc, si vous pensez que je vous ai conté une menterie aujourd'hui ou dans une intervention nutritionnelle, l'ordre professionnel protège le public. Donc, vous faites une plainte à l'ordre professionnel et l'ordre a le mandat de venir voir comment je travaille. C'est quoi le rôle du nutritionniste? De façon générale? Oui, bien, de façon générale, on s'assure de l'état nutritionnel d'une personne à qui je m'adresse. Donc, on est souvent dans un contexte clinique 1 à 1. Donc, quelqu'un nous est référé par un médecin ou un collègue professionnel pour dire je m'inquiète pour son état nutritionnel, je pense qu'il est dénutri parce que ça fait longtemps qu'il ne mange pas bien ou qu'il mange mal ou qu'il est seul à la maison. J'ai un enfant qui ne grandit pas selon sa courbe de croissance. Quand des gens font des AVC, des accidents cérébrovasculaires, il y a des parties au niveau qui ne bougent plus. Donc, nous, on évalue la capacité qu'ils ont à avaler. Donc, on très diversifié dans un contexte comme ça. Mais là, vous allez poser un diagnostic. Non, je ne pose pas de diagnostic. Moi, je vais déterminer l'état de santé nutritionnel. Donc, il manque de protéines, il manque de ci, il manque de ça. Donc, je peux suggérer des choses en lien pour améliorer cet état-là. Puis, au niveau de, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais des gavages puis de l'alimentation. Tu sais, quelqu'un là que il n'y a plus d'estomac à cause d'un accident d'automobile, bien, on va le nourrir par les veines ou par... Donc, ça fait partie de votre champ d'expertise. Ça me fait partie de mon champ d'expertise d'aller déterminer la voie d'alimentation optimale, puis de qu'est-ce qu'il faut que je mette dans sa solution pour qu'il soit rétabli le plus rapidement possible. OK. Donc, vous allez traiter aussi, par exemple, prenons les cas chez les hommes d'un certain âge, les cas de cholestérol ou des cas... Donc, vous allez vous occuper aussi des cas de cholestérol. Oui, tout à fait. Je n'ai pas posé le diagnostic. C'est le médecin qui a posé un diagnostic avec des évaluations biochimiques de sang, tout ça. Moi, je vais essayer de le traiter via l'alimentation, mais le nutritionniste va souvent parler aussi des habitudes de vie en général, comme l'activité physique. Faire du sport. Oui, ça vient avec. Faire de la marche, Oui, en lien avec des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Je n'ai pas le choix de parler de tout ça. OK. Donc, vous, nutritionniste. Oui. Mais là, vos tâches maintenant à Pierre de Sorel. Oui. Moi, je suis une nutritionniste qui travaille depuis 10 ans en santé publique. OK. Donc santé publique. Ouais, moi, je ne travaille plus à dire aux gens quoi manger à un niveau individuel. Je travaille à un niveau populationnel. Donc, je travaille à la santé de ma population. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Là. Il y a plein d'intervenants qui travaillent en santé publique. Une chose de santé publique que les gens connaissent souvent, c'est la vaccination. Tu sais, se faire vacciner, c'est protéger le reste de ta population. On a aussi des cliniques de santé sexuelle. Le fait d'avoir été diagnostiqué avec une chlamydia, une syphilis, bien, tu sais, nous, en santé publique, on avertit tous les gens qui ont pu être mis en contact avec cette personne-là pour pas que la maladie soit propagée. Donc ça, c'est de la santé publique. Mais en termes de saines habitudes de vie, qu'est-ce que j'ai sur mon territoire qui fait en sorte que mes gens mangent des fruits et des légumes, bougent et ne fument pas? Donc moi, je travaille avec des organismes, avec des partenaires, parce qu'on n'est pas tout seul là, en santé à s'occuper de la santé de nos populations pour améliorer l'état de santé de ma population. De votre population. Mais pratico-pratique. Oui. C'est vague, hein, de même. Bien, pratico-pratique, par exemple, comment on pourrait qualifier l'état nutritionnel des gens dans Pierre de Sorel? OK. Bien, pour ça, on va sonder, hein, on pose des questions aux gens. On a de la surveillance de l'état de santé. On a des gens qui fument. J'ai une personne sur 5 qui fume à Sorel-Tracy. OK. Est-ce que c'est plus ou moins? En Montérégie, on est un des RLS où est-ce que ma population de fumeurs est la plus élevée. J'ai des endroits au Québec que je peux aller vers le 15-16 %. Puis au niveau d'objectifs de santé publique sur du long terme, on voudrait viser 10 de fumeurs. Puis à Sorel-Tracy, on serait 20 20, puis on a déjà été à 25 Ça, si j'ai une chose à travailler en santé publique, c'est sur mon tabac. Parce que la première cause des cancers, de décès, c'est le tabac.
Mais est-ce qu'il y a une intervention entre la nutritionniste puis le fait de fumer? Non, là, vous avez raison de dire ça. Quand je travaillais, quand je travaillais encore en santé publique, souvent, je m'alliais à d'autres professionnels comme des infirmières cliniciennes, des inhalothérapeutes et des kinésiologues. Mais au niveau de la santé de notre population, on a des fumeurs. Au niveau de la nutrition, j'ai encore 1 personne sur 5 qui boit des boissons sucrées à tous les jours au niveau de mes adultes. Puis quand je vais voir chez mes jeunes, je suis à 25 de mes jeunes qui boivent 1 boisson sucrée par jour. Là, un petit Coke, un petit ci, c'est pas très grave. C'est grave. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Non. Une boisson sucrée, une canette, c'est 8 sachets de sucre. C'est une dépendance au goût du sucre qui s'installe en bas âge. Puis quand tu arrives avec de l'eau ou du lait plus tard, bien, ils ne trouveront pas ça bon. Donc... Mais on fait quoi là, dans ces cas-là? Parce que là, regardez, on le sait, on a la boisson sucrée, les fameuses boissons énergisantes, ben oui, dans lesquelles les taux de caféine sont assez importants. Tout à fait. On a eu des cas récents dans les médias où une jeune fille est décédée. Vous faites quoi dans ces cas-là? Bien là, il faut travailler à plusieurs niveaux. C'est ça, la santé publique. Donc, souvent, les gens me disent, faut éduquer les gens, il faut que les écoles participent. Il y a de l'éducation à faire, vous avez raison. Quand on sait que le sucre est mauvais pour ma santé, j'ai un impact à un niveau personnel. Mais il y a d'autres choses à faire. À un niveau politique, ça fait longtemps qu'au Québec, on milite pour une taxe sur les boissons sucrées. C'est comme pas normal que du Coke, ça soit moins cher que du lait. Puis même que de l'eau en bouteille, comprenez-vous? Fait que si on en arrive à faire en sorte qu'une taxe viendrait rendre le coût de ces aliments-là plus élevé, bien là, au niveau d'une certaine strate de population, ça va être plus difficile de m'en procurer parce que c'est plus cher. Mais faites quoi? On peut faire quoi? Là? Je vous dis vous, mais on peut faire quoi comme société? Parce qu'on le sait, c'est une aberration, ce que vous venez de mentionner. On fait quoi? C'est quoi le rôle de la santé publique? C'est de sensibiliser ces gens-là. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans, au Québec, on a enlevé les frites, on a enlevé les boissons sucrées de nos écoles. J'avais des écoles que dans leur cafétéria servaient de la poutine, de la liqueur à tous les jours, alors que dans nos cours de biologie, bien, on se disait, il faut bien manger. Aucune cohérence. Puis il n'y a pas si longtemps, à l'Hôtel-Dieu de Sorel, on servait aussi des frites. Fait que là, on s'est dit, en tant que société, bien voyons donc, c'est bien beau de dire aux gens quoi manger, mais qu'est-ce que je fais comme organisme, comme entreprise pour mes employés pour que ceux-ci soient en santé? Donc, on a instauré des politiques, des cadres de référence qui font en sorte que la malbouffe est sortie des écoles, puis elle est sortie aussi de nos centres, de la plupart de nos centres de santé. Vous, votre rôle, c'est un rôle d'agent de changement? Agent de changement, c'est bien que vous le nommiez comme ça, d'influence, d'accompagnement. Effectivement, la commission scolaire, il y a 10 ans, m'a appelé, elle a appelé au CLSC, puis elle a dit, on peut-tu avoir de l'aide pour transformer notre offre alimentaire? Les commissions scolaires ne sont pas spécialisées là-dedans. Les concessionnaires, ils voyaient qu'ils allaient perdre des sous. C'est jamais simple, la santé publique. Mais actuellement, est-ce que vous faites des interventions dans les écoles? Oui, ça m'arrive aussi à un niveau éducatif. Je peux aussi servir pour aider, pour supporter des gens, pour les former. Je vous donne un exemple. En petite enfance, à un niveau Pierre de Sorel, avec le comité pour le plaisir de bouger, de bien manger, on avait des sous à chaque année pour travailler les saines habitudes de vie chez les jeunes. Bien, on a focusé pour aller travailler avec nos CPE. Comment je parle de saines habitudes de vie à nos 0-5 ans, alors qu'on sait très bien dans la littérature que quand je m'adresse à un enfant de 4-5 ans, puis qui a déjà des bonnes habitudes, là, il va les avoir pour le reste de sa vie. Mais là, parler à un petit enfant, c'est pas ça qui est réaliste, puis les parents sont durs à rejoindre. Fait qu'on est allé former toutes les filles, parce que c'est pas mal des filles, services de garde en milieu familial, nos CPE de la région, on les a outillés pour bien parler. Ça, j'ai contribué à ça. En entreprise, chez les adultes, changer des comportements d'adultes? Oui, en entreprise, à Sorel-Tracy, ce qu'on a fait en 8 ans, c'est notre défi santé. J'ai amené les gens à aller marcher ou courir le 5 km du festival de la Giblotte au centre-ville. En tant qu'entreprise, on demandait au PDG, au directeur, je pense que tu es capable d'amener 5, 10, 20 de tes employés, puis on leur offrait du support, parce que c'est pas juste dire « amène-les courir ». On avait des entraînements collectifs gratuits, on avait des chroniques à chaque semaine pour les amener au Festival de la Giblotte puis à la course de la Fondation pour être actifs. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez quitté un peu le rôle de nutritionniste au sens formel du terme pour devenir un agent de changement des bonnes habitudes de vie. Exactement. J'ai encore mon titre de nutritionniste, je fais partie de là parce que je suis passionnée par ma profession, mais je leur amène la vision environnement alimentaire sain. Qu'est-ce qui vous a amené à être nutritionniste? Oui, moi,
depuis aussi loin que je me souvienne, là, on avait un très grand jardin, puis je trouvais ça bien beau de voir ma mère cuisiner puis goûter. Fait que c'est beaucoup le plaisir, dans le fond, qui m'a amenée là. Je suis une fille super rationnelle aussi. Fait que quand j'ai vu que les aliments ont un impact sur le corps humain, bien là, c'est là que j'ai trouvé cette profession-là. Donc, le goût de la texture et la rationalité. Le goût, la beauté, faire un gâteau, là, je trouvais ça fascinant. Puis là, ben quand tu te mets à manger ça, puis c'est bon, bien, tu sais, ça a un impact sur notre santé. Bien là, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que là, c'est tout le côté scientifique d'être une spécialiste de la nutrition humaine. Fait que là, j'ai commencé en clinique privée, donc à travailler l'état nutritionnel d'une personne. Puis j'aime parler en public, j'aime travailler avec les gens. Seulement dans la séquence d'entrevue, on a le mot de la fin, mais on va y aller tout de suite. Vous voudriez dire quoi, vous, aux politiciens? Parce qu'on a parlé tantôt de prévention, on a parlé d'agir en amont. On a l'impression que tout le monde sait ce genre de choses-là, mais personne ne le fait. Oui. Comprenez ce que? Ben oui. J'aurais beaucoup de choses à leur dire. Mais, tu sais, dans un premier temps... Vous voudriez leur dire quoi, là, si vous en aviez un devant vous? Oui. Bien, tu sais, des promesses là, de diminution de liste d'attente puis d'aller plus vite à l'urgence, je suis plus capable de ça, là, parce que, tu sais, quand ta population fume, tu n'as pas des logements salubres, il n'y a pas de salaire intéressant, tes urgences vont tout le temps être pleines, même s'ils sont neufs, même si tu as bien des médecins. Fait qu'on peut-tu aller bien en amont de ça, puis travailler... Bien, ma population, là, j'en ai-tu des épiceries dans mon quartier? À Sorel-Tracy, là, dans notre MRC, là, il y a des gens qui n'ont pas accès à des épiceries à pied ou à vélo. On appelle ça un désert alimentaire. Tu as bien beau dire, mange des fruits et légumes, c'est bon pour ta santé. Eux, là, ils n'ont pas d'auto. Puis aller à l'épicerie, là, c'est un casse-tête. Parce que c'est dur. Tu peux pas revenir avec plusieurs sacs dans le taxibus. Comprenez-vous? Fait qu'il y a tout le pendant, c'est beau de dire aux gens. Mais il y a toute une structure de société en amont. Il y a toute une structure. Puis quelle importance, en tant que gouvernement, j'accorde à la nutrition. Tu sais, mes agriculteurs, je les traite comment? C'est eux autres, la base, là. On peut-tu arrêter de manger chinois, mais sans manger local? Qu'est-ce que je mets en place pour manger local dans ma communauté? C'est ça que je leur dirais. Rapidement, une journée réussie pour vous? Bien, une journée réussie, c'est quand j'ai... C'est dur de parler juste d'une journée parce que, comme vous pouvez le constater, je travaille sur des projets qui ont une certaine ampleur. Fait que c'est souvent au bout d'une saison, un an, que je peux dire « Wow, ce projet-là a fonctionné ». C'est des petits pas, souvent. Des petites victoires. Des petites victoires, mais on sème la graine, puis après, ça fait des beaux arbres. Marie Ouellette, je vous remercie infiniment pour votre passage. Merci à vous. De Sorel en santé. Merci.